Bonsoir, chers téléspectateurs de Canal 10. Merci de nous regarder régulièrement. Ce soir en plateau, Hilaire Brudé, qui est le premier fédéral du Parti socialiste. Il est aussi maire de la commune de Terre-de-Haut-les-Saintes. Hilaire Brudé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir les téléspectateurs, bonsoir la Guadeloupe. Alors, Hilaire Brudé, fait-il bon vivre actuellement au PS? Bien sûr, comme toujours. C'est pas parce que nous sommes en période de renouvellement des instances, ni parce que nous avons fait l'objet de la une depuis jeudi, je dirais, qui ne fait pas bon vivre au Parti socialiste. C'est la vie de nos partis. Il y a des problèmes par moment. Le problème, on peut regretter que ça soit sur la place publique, mais bon. En dehors de ça, oui, il fait bon vivre. Est-ce que vous considérez quand même que l'affaire Borrell-Lincertin, c'est un coup dur pour le PS? Oui et non. Oui, parce qu'en fait, Mme Borrell, elle n'avait pas vraiment, je vais dire, une écoute et un aura particulier au parti, mais il a occupé, c'est une personnalité politique qui faisait partie, je dis qui faisait parce qu'elle a choisi de quitter le parti depuis jeudi, par une lettre qu'elle a abondamment médiatisée, contrairement à ce qu'elle a voulu dire, notamment sur une chaîne, sur un média. Elle a abondamment, parce qu'en fait, en voulant dire que je ne voulais pas intervenir sur la presse, et que par là même que les presses m'appellent pour dire qu'elle a personnellement envoyé le courrier, donc ça dénote un peu de la manière dont ça s'est organisé. Au-delà de cette petite polémique, c'est une personnalité politique qui a occupé des postes importants. Elle a été première vice-présidente de la région, présidente de la région, conseiller régional, conseiller départemental, président du conseil départemental. Donc par les fonctions qu'elle a occupées jusqu'à récemment, et au nom du parti, je rappelle. Donc c'est normal que ça prenne de l'ampleur. C'était une valeur sûre. Est-ce que c'était une valeur ajoutée pour le PS? Au parti, non. En termes de réflexion, en termes de vision, non. En termes post-électoral, oui. Pourtant, c'était le bras droit de Victorin Lurel. Je ne sais pas ce que vous appelez le bras droit. Il faut savoir comment les élections se sont passées en 2004. Victorin Lurel a constitué une liste et Mme Borrell était sur la liste en deuxième position. Et Victorin Lurel a assuré son choix et a proposé que Mme Borrell, à l'époque, soit la première vice-présidente. Ce que la majorité des élus ont parfaitement compris. Après, c'est une personne qui a assumé sa mission jusque-là, de vice-présidente, de première vice-présidente jusqu'en 2012, date à l'époque où Victorin Lurel est devenu ministre. Donc elle a occupé le poste pendant 2 ans, je crois, de 2012 à 2014. Puis après, en 2015, toujours avec la volonté du parti et de Victorin Lurel, elle a été propulsée candidate à la présidence du département. Oui, ça, on peut qualifier ça. Donc on peut dire qu'elle a profité du parti. Mais je l'ai dit, et je ne vois pas pourquoi je vais employer d'autres termes aujourd'hui sans rentrer dans plus de clarification, plus de détails que ça. Oui, c'est un camarade que le parti a fait, et principalement Victorin Lurel. Alors, je crois qu'elle doit tout à Victorin Lurel, politiquement parlant, électoralement parlant. Oui, mais elle a dit que c'est Victorin Lurel, d'ailleurs, qui est venu chez elle pour lui dire de participer à ces 2 dernières élections, régionales et départementales. Non, il faut que les choses soient claires. Victorin Lurel, au dire de Mme Borrell, mais au dire de Victorin Lurel, parce qu'on en a échangé, oui, Victorin Lurel a été chez elle, et Victorin Lurel a pensé que Mme Lurel doit être là. Enfin, paraissait la meilleure candidate, celle qui pouvait faire gagner le parti aux élections régionales. Et bien sûr, parce que Mme Borrell était une présidente sortante du département, le bilan du département est considéré comme un bon bilan. Donc elle était, je veux dire, le capitaine, le général de cette majorité-là. Donc on a pensé que ça pouvait être, et elle semblait avoir une popularité. Alors je ne sais pas si une cote d'amont, si c'est la confiance, mais elle semblait avoir une popularité tout pouvait dire qu'elle devait être la meilleure candidate. Il y avait plusieurs candidats, presque je veux dire, potentiels au départ. Alors est-ce que c'était votre choix en tant que premier fédéral?
Alors, je termine sur la question que vous avez dit. Donc, par contre, elle a toujours voulu aller aux élections cantonales malgré candidate à tête de liste aux élections régionales. Ce qui n'était pas forcément la validation du Parti socialiste. Mais bon, on ne pouvait pas non plus reprocher à une camarade qui prétend, qui sollicite les suffrages aux élections régionales en tant que tête de liste et imaginer un instant qu'elle ne pouvait pas gagner son canton, d'autant plus qu'elle était sortante et qu'elle avait un bon bilan. Je presque envie de dire personnel et de manière générale sur les élections cantonales. On s'est trompé sur ce truc-là. Alors bien sûr, elle dit qu'on n'a pas fait campagne, particulièrement moi je n'ai pas fait campagne. Je rappelle à la population que là où la liste Pays Guadeloupe a fait les meilleurs scores, c'est là où on avait des élus, maires notamment, et du Parti socialiste. C'est dans la région de Basse-Terre, depuis Vieux Habitants jusqu'à Terre-de-Haut. C'est là qu'on a fait les meilleurs scores aux élections régionales. C'est-à-dire, nous n'étions pas majoritaires dans ces élections, mais c'est là que nous avons fait de meilleurs scores. Et là où nous avons fait les plus mauvais scores, c'est à Marie-Galante et aux Abîmes. Comment avez-vous analysé cela? On analyse ça aussi parce qu'il faut savoir que Madame Borel agit sur ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire Marie-Galante parce qu'elle est de Capesterre de Marie-Galante et aux Abîmes parce qu'elle y vit. Donc elle est rejetée par ces deux. Alors, je ne sais pas, c'est plus facile à dire après qu'avant, mais c'est factuel. Moi, je ne suis pas en mesure forcément de sortir des conclusions, mais je constate que c'est ça la vérité. Alors on peut toujours dire des choses, dire qu'on n'a pas fait, on a fait, mais elle l'a dit dans son courrier que Victorine Lurel lui avait dit qu'on fera campagne pour elle. Enfin, je peux comprendre parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion elle-même de faire une campagne. Maintenant, c'est pas. On l'a vu quand même alors on va vouloir dire distribuer des t-shirts et tout ça. Mais oui, mais c'est pas ça la campagne. C'est pas ça la campagne. Distribuer des t-shirts, ça c'est des militants qui font ça. C'est pas parce qu'un candidat à tête de liste ou un candidat aux élections cantonales distribue des t-shirts personnellement que ça veut dire. C'est pas en faisant des photos et de se mettre sur les réseaux. Quand il faut rencontrer la population, c'est pas faire des photos entre soi et afficher, c'est faire de la campagne. Moi j'ai fait de la campagne sur le terrain à Terre-de-Haut. J'ai fait la campagne à Terre-de-Bas. Je n'ai pas été majoritaire, mais on a gagné aux élections cantonales. J'ai été majoritaire aux élections cantonales. Terre-de-Bas comme à Terre-de-Haut. Donc ça voulait dire qu'on a fait un travail. Donc, maintenant, il faut dire les choses comme je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. D'ailleurs, vous le répétez souvent, je dis franchement les choses. C'était une élection qui n'était pas gagnée d'avance parce qu'on connaît la situation. Ce n'est pas forcément pour le bilan qu'on vote. Il y avait un candidat qui avait gagné les élections, un président sortant qui avait gagné les élections en 2015, qui se représentait. Statistiquement, on voyait les sondages. On sait aussi depuis quelques décennies tous les présidents, depuis Michaud jusqu'en passant par Lurel et Chalus, on donne une deuxième mandature, ce qu'on veut appeler une deuxième chance, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on sait que 6 ans, c'est vite arrivé. Dans une collectivité aussi importante, peut-être que 12 ans, ça commence à donner, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu les moyens. Donc, on savait pertinemment aussi que, et puis il y avait une machine aussi derrière, soutenue par GUSR, qui avait gagné les élections, quasiment aux élections cantonales, qui s'était positionné dans des collectivités, dans cet établissement majeur, disons un PCI. Donc on savait c'était pas un combat facile. Mais je pense qu'il y avait 2 possibilités. Soit on se focalisait sur 2021, donc pour les élections régionales, et on pouvait penser que les 2 meilleurs candidats pouvaient être Mme Borel ou Victorine Lurel. Victorine Lurel a dit très tôt qu'il ne voulait pas y aller. Mais on pouvait aussi penser qu'on travaille pour 2028, c'est-à-dire la prochaine échéance. Et on pouvait mettre d'autres candidats. Ça pouvait être André Tartala, ça pouvait être Jocelyn Sapoti, ça pouvait être Jules Otto, ça pouvait être moi-même, ça pouvait être d'autres personnes qui potentiellement pourraient jouer. Même si on savait peut-être qu'on n'allait pas gagner aux élections régionales de 2021, mais on pouvait aussi s'organiser pour gagner, et notamment pour prétendre à se faire connaître et à prendre le leadership pour 2021, pour les élections futures. On a pris ce choix-là. Mais Mme Borel s'était aussi arrangée pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour qu'elle soit candidate par acclamation. Comment elle s'est parce qu'en fait, il y avait plusieurs candidats, d'autres candidats, il y avait 6 candidats, il y avait des discussions, il y avait des négociations, et les autres candidats sont sortis au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, le parti, avec les personnalités du parti, appuyait Mme Borel. Peut-être qu'il y aurait une élection au sein du parti, peut-être qu'elle ne serait pas sortie tête de liste non plus. Donc c'est facile de dire après, quand on a perdu, que voilà, c'est la faute des autres. Non, une telle élection, on ne peut pas le mettre sur la tête d'une seule personne. C'est le parti, j'ai presque dit, c'est les élus,
c'est les militants, mais c'est aussi Mme Borel en tant que tête de liste. Alors, donc elle ne peut pas vouloir dire aujourd'hui, c'est Victorin Lurel, c'est moi-même, c'est tous ceux qui ont fait la campagne. Lorsqu'on entend Mme Borel, on aurait l'impression que vous l'avez laissé tomber, que vous l'avez trahi, puisque vous vous étiez engagé et que vous ne l'avez même pas appelé, pas un coup de fil lorsqu'elle n'a pas eu la victoire à ces élections. Alors, est-ce que c'est vrai déjà et pourquoi avez-vous eu ce comportement vis-à-vis d'elle? Quel comportement? Il faut souvent se méfier de ceux qui crient au loup. Voilà. Donc, pourquoi? Oui, moi j'étais dans ma défaite aussi, moi personnellement je n'ai pas appelé, mais enfin j'aurais pu trouver d'autres raisons pour ne pas appeler, mais sincèrement ce soir-là j'étais tellement aussi déboussolé déjà dès le premier tour et le deuxième. D'ailleurs, quand j'ai dit que c'était une erreur de casting, ça a choqué Mme Borel. Mais oui, je confirme, c'est une erreur de casting. Mais l'erreur, c'est aussi pour celui qui caste. Ça peut être aussi celui qui a choisi à l'origine. Ça peut être aussi Victorin Lurel qui a dit qu'il pensait que Mme Borel, parce que c'est au dire de Mme Borel, Victorin Lurel est venu la chercher chez elle. Donc Lurel a dit que c'était... Mais peut-être qu'il s'est trompé aussi en choisissant Mme Borel. D'accord? Donc il y a eu des erreurs. Pourquoi elle prend tout pour elle? Dans l'affect, comme s'il ne faut rien dire, il faut pas dire non, il faut... Alors, après, on a fait tout un montage, tout ça, mais ce n'est pas le seul argument qui est donné, j'ai donné d'autres arguments. Mais on a retenu, elle a retenu que celle-là. Elle était triste que ses amis politiques ne l'aient pas appelée. Mais bon, il faut déjà dire qu'il faut déjà assumer. Et je pense qu'elle n'avait pas les épaules suffisamment. Ça me concerne, c'est mon analyse. Madame Borel est venue... Je veux dire, comme moi, j'ai été aux élections avant de connaître Madame Borel en 89, en 2001, en 95, en 2001. Moi, j'ai connu Mme Borel en 2004 sur la liste. Moi, j'ai entre 2004 et 2020, j'ai été à plusieurs élections personnelles que j'ai perdues. Je n'ai jamais vu Mme Borel m'appeler. Et je n'ai pas trouvé ça choquant, particulièrement choquant. Pourtant, elle n'était pas forcément dans ces élections. En termes de municipalité, en termes de... Parfois, elle a même joué contre moi. Ah ouais? Voilà. Donc, vous voyez, au moment où j'étais au parti, je me présentais contre Molinier, soutenais Molinier. Elle soutenait Molinier. Donc, vous voyez, je n'ai jamais, aujourd'hui je le dis, je n'ai jamais pris ça comme je veux dire, comme une trahison. Donc, quand on crie au loup, souvent, il faut se poser la question. Aujourd'hui, elle fait mousser toute la Guadeloupe en disant c'est une femme, c'est une mère, on n'a pas... Non, c'est quand même... On doit être plus sérieux que ça. Alors, je ne sais pas comment la population comprendra ma réaction, mais cette réaction, il faut la clarifier une dernière fois pour tous. C'est la dernière fois que j'interviens. Je suis premier fédéral pour 48 heures, jusqu'à mercredi. Vous m'avez invité comme premier fédéral. Madame Borel a fait un courrier au Conseil fédéral. Je trouve que c'est un truc très contradictoire, un comportement inadmissible. Mais j'entends ici ou là par des médias que ça serait un coup monté, truc de sénateur, une bagarre avant l'heure entre Victorin Lurel et Madame. Enfin bon, ces politologues-là font des analyses souvent qui sont fausses et basées sur du vent, quoi. Voilà. Mais bon. Alors comment faire pour l'enlever de ce mauvais pas? Madame Borel, puisqu'elle est en situation... Elle est plus chez nous. Madame Borel n'est plus mon affaire. Elle est en situation quand même difficile. Elle a porté les couleurs du parti. Ah, le parti a porté souvent Mme Borel. C'est tout. Maintenant, Mme Borel n'est plus mon problème. Elle n'est pas au parti politique. Elle n'est pas au EPS. Elle a démissionné. Mme Borel, c'est du passé. Donc, si elle n'avait pas démissionné, vous auriez pu l'aider. L'avenir commence aujourd'hui. Enfin, l'avenir continue. Nous sommes là. Vous allez recevoir les candidats. On est en campagne pour renouveler les instances locales, fédérales. Nous avons 4 candidats qui se présentent devant nos militants. C'est ça l'avenir pour nous. Et c'est ça aussi la restructuration. Maintenant, elle a voulu partir, personne ne l'a mis dehors, elle a décidé de son propre... C'est tout à fait son droit. Ce que je regrette, c'est qu'on aurait pu faire ça dans un conseil fédéral, on aurait pu parler entre nous et partir. Mais moi, elle l'avait déjà dit depuis longtemps. D'accord? Parce qu'elle estimait justement, parce qu'on ne l'avait pas appelée, enfin pour d'autres raisons, qu'elle allait régler un certain nombre de comptes. Et quand je l'ai vu, son comportement le mercredi lors de la plénière, j'avais tout de suite compris que ça n'avait pas tardé à venir dans les 24 ou les 48 heures. D'ailleurs, j'avais une visio avec quelques camarades le mercredi soir et je leur avais prédit que ça allait mal se passer. Alors, je ne savais pas que c'était le lendemain, c'est après-demain, mais je savais pertinemment que ça allait mal se passer.
D'accord? Parce que Si dans l'hémicycle, je lui ai dit, financièrement, vous dans l'hémicycle, je lui ai l'aviez dit aidé, ça bonjour, ne se serait elle pas m'a même passé. pas répondu. Pardon? Dans l'hémicycle, je lui ai dit bonjour le mercredi, elle ne m'a même pas répondu. Vous voyez, donc faire Donc croire une affaire financière qu'on aurait pu éviter? Il n'y a pas vraiment d'affaires financières. Un compte de campagne, on peut dire, même si vous êtes soutenu par un parti ou par des amis, et à partir du moment l'élection à laquelle vous vous présentez oblige un compte de campagne, notamment c'est pour les communes de plus de 9 000 habitants, pour le département et la région, le compte de campagne c'est à vous, tête de liste. Ça c'est la première chose. Donc c'est une précision à apporter. Maintenant, il y avait un plan de financement qui était établi, comme la loi le permet. C'est un financement qui peut être du parti, des candidats, des donateurs, d'un certain nombre, et qui est remboursé. Et normalement, quand vous dépassez 5%, à hauteur de 47,5% des dépenses. Donc, maintenant, il faut préfinancer. Oui, c'est ça. Attends, mais quand moi je vais à une élection, mais c'est pareil. Quand Victorin Lurel, c'est la même chose. Et il était prévu que... D'ailleurs, Mme Borel évoque souvent que Victorin Lurel lui aurait dit qu'il s'engageait à financer les élections de 85 000. Mais Victorin Lurel n'est pas le Parti socialiste, à ce que je sache. C'est un membre... Le parti ne lui avait rien promis. C'est un membre influent du Parti socialiste. Mais d'ailleurs, l'essentiel du financement du parti est assuré par les parlementaires, par la dotation qu'ils ont. Donc Victorin Lurel, en tant que parlementaire, effectivement, peut avoir des influences comme les autres et comme le parti, comme moi-même et comme d'autres au Conseil fédéral, pour analyser une situation. Mais le financement était prévu en 3 parties. C'est-à-dire? Une partie qui sera préfinancée et assurée par le remboursement de l'État, une partie qui devait être consacrée par les colistiers, et une partie que la tête de liste, devait apporter elle-même. Voilà. Et probablement les donateurs. Alors, vous savez, en cette période de crise, moi, je n'ai pas géré le compte de campagne, mais il y a eu très peu de donateurs. Au niveau des colistiers, vous faisiez partie? Oui. Est-ce que vous l'avez aidé? Elle me reproche. Mais c'était 3 000 € pour les 10 premières, enfin vous lui les 10 avez premières donné places. Les 3 000 €. Et elle-même devait faire 30 000 € en tant que tête de liste. Et elle dit que je ne l'ai pas, moi personnellement, je n'ai pas payé mes 3 000 €. Oui, je n'ai pas payé les 3 000 €. Pourquoi? Non, mais c'était clair. Quand moi j'ai eu à rencontrer Mme Borel, je lui ai dit voilà, j'ai 3 000 € et j'ai toujours payé mes 3 000 € ou j'ai toujours mes participations. Ceci dit, moi j'ai été une campagne au sein et j'ai dépensé pour la campagne. Donc, dans le compte de campagne, parce qu'il faut que je paye ma part, mais aussi il faut que le compte de campagne puisse prendre en compte ce que moi j'ai dépensé au sein. Donc, comment on fait? Elle ne m'a jamais répondu. Donc à partir du moment où elle ne m'a pas répondu, j'ai considéré que la décision me revenait. Soit je donnais mes 3 000 € et je déposais ma facture, soit je ne donnais rien du tout. Après, elle me dit, oui, je suis un cocagneur. Enfin, bon, bref, on rentre dans des situations. Je pense que c'est descendre très bas pour Mme Borel. Et moi, je pense que nous sommes dans une émission pas que simplement vous êtes venu pas pour régler le problème de Mme Borel. Je pense que mais en tant que premier fédéral, il était important que vous puissiez quand même. Bien sûr, mais je connais aussi un petit peu la mécanique de la communication et des médias. Aujourd'hui, on m'interroge, demain, on va interroger Mme Borel. Si elle répond ou pas, pour l'instant, c'est pas encore prévu. Ça ne va pas s'arrêter. C'est pour répéter les mêmes choses. Donc, à la limite, je tenais à faire cette précision-là parce que plusieurs médias m'ont interpellé. J'ai répondu à 2. Un média quasiment indirect et l'autre plutôt sur les réseaux. Et beaucoup m'ont appelé. J'ai dit, mais je m'arrête. Bon, vous m'avez invité. Il était quand même important, Hilaire Brudet, que vous puissiez faire porter la précision, puisqu'il y a bientôt... on fera bientôt le choix du premier fédéral. Et à mon sens, il faut éclaircir quand même les situations pour que... en tout cas, j'ai porté la clarification suite à votre question pour la Guadeloupe. Être clair pour la population guadeloupéenne. Aux yeux de la Guadeloupe, mais les militants socialistes savent très bien, savent faire la différence très bien de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je veux dire, le départ de Mme Borel au sein du parti politique, au sein du Parti socialiste, n'a vraiment pas d'influence du tout. Elle ne manquera à personne. Je peux parler que pour moi et pour ce que je sais. Maintenant, probablement, elle manquera à quelques personnes, mais je ne vais pas dire qu'elle manquera à personne, mais enfin, je vais dire que ça sera epsilonesque. D'accord. Maintenant,
vous avez été à la tête de ce parti. Vous avez eu souvent à réagir. Est-ce que vous partez avec le sentiment d'avoir accompli votre mission? Sincèrement, je profite pour corriger, et j'entends souvent sur la presse que j'ai fait 9 ans. Bon, c'est 6 ans, 2 mandats de 3 ans. J'ai pas dit, 9 ans. Non, mais j'ai dit, je profite, enfin c'est la Guadeloupe nous écoute, et la Guadeloupe entend sur d'autres médias, et ça se répète, pourtant j'ai déjà essayé de corriger à plusieurs fois, j'ai fait 6 ans. 6 ans, 2 mandats de 3 ans, il faut savoir le mandat du premier fédéral, c'est 3 ans. Non, je n'ai pas réussi, en tout cas, ce que je m'étais donné comme objectif. Il se trouve qu'à mon arrivée en 2015, après les élections, justement après les élections de mars 2015, donc je suis devenu premier fédéral en juin 2015, mai-juin 2015, c'était déjà un peu, je veux dire, les choses prenaient une tournure en termes, en tout cas électoralistes. On a perdu les élections en 2015, aux élections régionales. On a perdu les élections présidentielles au niveau du parti, et puis voilà. Donc quand vous perdez comme ça, vous êtes dans une spirale un peu où les militants se détachent un peu, où les gens ne payent pas leurs adhésions, enfin un certain nombre de choses qu'on peut rencontrer. Il y a 600 adhérents. Il y a 600 adhérents. Un peu plus, oui. Un peu plus. Est-ce que vous avez... alors, combien sont à jour de cotisation? Puisque vous dites que les gens ne payent pas. C'est en fonction de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, quel est le principe? Le principe, vous êtes à jour de votre cotisation l'année en cours, ou vous pouvez avoir 2 ou 3 ans de retard. Et si vous êtes... 2 ou 3 ans? Oui, 2 ou 3 ans pour les militants. Et vous pouvez être en retard. Et effectivement, quand vous faites partie de la liste comme adhérent, eh bien, le jour de l'émargement de vote, vous pouvez encore, au-delà de 3 ans, vous êtes exclu. Vous êtes radié de la liste et vous avez la possibilité de payer jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire vous pouvez avoir des arrêts de jusqu'à 3 ans. Donc dès que vous payez, vous vous mettez à jour. Maintenant, si vous ne payez pas, vous êtes radié. Et puis, après 3 ans. Après 3 ans. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est très carré, hein. C'est pas non plus, je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi. Maintenant c'est vrai que, pour répondre à votre question tout à l'heure, j'aurais aimé faire progresser le parti plus que ça en termes d'adhésion, en termes d'idées, en termes de visibilité. On a essayé de faire. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Qu'est-ce qui a compliqué la situation? Eh bien, vous savez, je suppose que comme dans tous les partis, au-delà des mouvements politiques et notamment de victoire, il y a 2 rôles pour le parti. Un, c'est réfléchir, penser, parce qu'un parti, c'est fait pour parti politique, notamment comme le nôtre, c'est fait pour gouverner, pour gérer et pour faire passer des idées socialistes, bien sûr, en priorité. Donc il y a une réflexion à porter de manière permanente. Je pense que même si quelques-uns nous avons travaillé, nous n'avons pas suffisamment travaillé. Même si nous avons évolué sur un certain nombre de sujets, mais parfois il y a des sujets aussi où nous avons été un peu absents. Et ça, nous avons été absents parce qu'effectivement, c'est pas les élus ou les piliers du parti n'étaient pas forcément présents parce que préoccupés probablement à d'autres missions, à d'autres tâches. Donc, en clair, vous n'avez pas été suffisamment soutenu. Oui, mais c'est un combat. C'est un travail c'est pas simplement la force de la Fédé. C'est aussi c'est une chaîne. Hein. Votre force, c'est la force de la chaîne. Et donc de l'ensemble des maillons. Et l'ensemble des maillons, c'est les sections. Et les sections elles-mêmes, elles sont fortes à condition qu'il y ait un travail qui se fait en termes de militantisme, en termes de réflexion. Et vous savez, quand vous avez une section, quand vous n'avez pas ce qu'on appelle la masse critique, un certain nombre d'adhérents, pour faire la réflexion permanente et en profondeur sur un travail pour aboutir sur des projets, sur les problèmes de société, sur les réflexions de la gestion, sur le développement économique, sur les inégalités, sur un certain nombre de sujets, vous vous retrouvez très vite dépassé. Après, vous connaissez la suite aussi. C'est des échecs que nous avons cumulés tant au niveau national que local, même si nous avions eu des mairies, nous avions eu la majorité aux élections cantonales et dans certaines communautés d'agglo. Aujourd'hui, la défaite la plus cuisante a été celle récente où nous avons tout perdu, en fait. Je veux dire, si je me limite au niveau du département, de la région et des agglos. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie de claquer la porte?
Oui, parfois quand vous vous sentez isolé dans l'incapacité de faire les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous pouvez vous sentir seul par moment, vous dites, bon, les choses sont compliquées. Mais ça vous traverse l'esprit à un moment donné. Et puis que si vous êtes un battant et que vous êtes un militant vraiment convaincu, et ce n'est pas simplement les échéances électorales qui doivent vous animer, mais aussi la réflexion, vous reprenez le lendemain et vous repartez au combat. Après, le combat, soit il devient plus difficile parce que vous ne trouvez pas forcément les supports à côté, soit il devient plus facile parce que vous arrivez à fédérer. Vous aviez quand même un homme fort à vos côtés, Victorin Lurel. Oui, mais quel que soit, à partir de 2015, Victorin Lurel a été moins fort. Après la défaite, il a été moins fort. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir et quand vous êtes aux responsabilités, on vous met parfois plus haut que vous êtes et à l'inverse. Quand vous perdez, et parfois on vous met sous terre. Donc entre les deux, il y a un mouvement de croissance ou décroissance. Donc Victorin Lurel est une force de la nature aussi. C'est un homme qui maîtrise ses dossiers, c'est un homme qui est en réflexion permanente. Donc il arrive lui personnellement à se valoriser, à se faire être visible lors des élections ou lors des rendez-vous quand il prend la discussion ou le crachoir en fin de la dragée. Mais il est vrai aussi parfois, un parti politique c'est autre chose, c'est pas simplement un leader, c'est un travail d'équipe. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même le maire de la commune de Terre-de-Haut. Les Saintes, est-ce que il faudrait que vous puissiez vous ranger du côté des présidents des collectivités majeures? Est-ce qu'on peut dire que si vous voulez ne pas être sous terre, comme vous l'avez dit, il faut vraiment, aujourd'hui, pour faire avancer Terre-de-Haut, vous ranger du côté des deux présidents de collectivités majeures? Donc, si je vous comprends, ça voudrait dire que demain, si je veux être financé par un dossier ou cofinancé par la région, le département, il faut que je sois au chevet, ou je me mets à genoux devant le président Losba ou Chalus, c'est ça? Alors, je ne parle pas de ça. Je veux simplement dire... Je veux simplement dire, aujourd'hui, au niveau du PS, vous avez dit que le parti a de grandes difficultés. Est-ce que, vous allez vous ranger du côté, par exemple, du GUSR pour essayer d'avancer politiquement? Je crois que je me suis mal fait comprendre. Je n'ai jamais dit que le parti était en train de plier. J'ai dit qu'on a connu des difficultés. Mais c'est la vie normale d'un parti. Il y a des victoires, il y a des défaites. C'est une roue qui tourne et c'est un travail à faire. D'accord? Donc il y a des creux de la vague. Vous êtes en haut de la vague. Enfin, il faut gérer tout cela. Maintenant, si j'enlève ma casquette de premier fédéral, je suis maire de la commune de Terre-de-Haut. C'est une commune qui a connu une situation très difficile, qui est en passe de sortir, mais qui a encore quelques difficultés à sortir de ce mauvais pas. Mais je pense que théoriquement, on devait s'en sortir cette année. D'ailleurs, on avait rempli les conditions pour sortir sous la coupole de la préfecture. Bon, la Chambre régionale des comptes n'a pas eu la même analyse que nous, mais théoriquement, quand vous avez moins de 10% de déficit par rapport à votre budget de fonctionnement, vous n'avez la possibilité de sortir. On a eu 9,75. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Maintenant, nous avons des projets. J'ai une commune qui a répondu à un appel à projet, notamment sur les petites villes de demain. Nous avons été retenus. Nous avons des financements quasiment sanctuarisés sur des projets pendant la mandature, sur des fonds étatiques, sur la Banque des territoires, la région, le département. Donc nous devons être cofinancés, l'Europe. Maintenant, mes projets seront présentés. Nos projets seront défendus devant les présidents, parce que je demanderai des réunions de travail comme j'ai l'habitude de faire. Là où je suis à la région, je prendrai aussi ma part pour défendre les intérêts de la Guadeloupe en termes de conseil régional et de ma commune en tant que conseiller régional aussi de ma commune. Donc vous dites que vous demeurez un socialiste, vous serez au PS. Il n'est pas du tout question pour moi ni de prendre une carte au GUSR, ni de m'allier au président Chalus avec tout le respect de droit. J'ai une philosophie, je suis dans un parti, je ne vois pas pourquoi. Alors s'il y a d'autres élus qui pensent qu'en faisant ça, ça leur donne plus de chances, à mon avis, j'ai une analyse tout à fait différente.
Je pense que quand on est élu, et d'une manière générale, quand on a des idées, on doit défendre ses idées. Quel est le meilleur candidat pour cette élection? Laquelle élection? Celle du Parti socialiste. Quel est le meilleur homme qui pourrait être le premier fédéral? Parmi les 4 candidats, que je ne veux pas... Par respect pour mes camarades, parce que je suis le premier fédéral de l'ensemble jusqu'au encore dans 48 heures, mais les 4 candidats savent à peu près pour qui je roule ou pour qui je défends. Vous roulez pour qui? D'accord. J'ai dit les 4 candidats ils le savent ou ils le supposent. Maintenant, je donnais plus un profil du candidat. Aujourd'hui, vous savez, sur le plan national et sur le plan local, il y a eu 2 motions, ce qu'on appelle des textes d'orientation. Un texte d'orientation pour Olivier Faure et un texte d'orientation soutenu par Hélène Geoffroy. Le texte d'orientation de Olivier Faure a été victorieux à plus de 75% en Guadeloupe. Donc normalement, le candidat doit sortir de ce texte-là. Il se trouve que ce texte-là a 3 candidats sur 4. Donc il y a un seul candidat qui se réclame du texte est porté par Hélène Geoffroy. Donc je crois déjà ça doit sortir. C'est ce candidat qui représente le parti. Pardon? C'est ce candidat qui représente le PS local au niveau national. Non, enfin sur ce texte-là. Oui. Oui, je ne sais même pas s'il a été signataire, mais en fait il a fait campagne pour ce texte-là. Encore qu'il me semble de mémoire, sa section n'a pas assuré le vote le jour du choix du premier secrétaire national. Mais ça, c'est une organisation très localisée. Mais maintenant, après, on doit avoir quelqu'un de disponible, parce que ça demande du temps. Ça doit avoir quelqu'un qui soit réactif, ça doit être quelqu'un qui a une bonne expérience du contexte politique de la Guadeloupe, et ça doit avoir quelqu'un qui sait aussi porter les idées de la fédération de manière générale près de la population et près des médias. D'accord. En tout cas, merci Hilaire Boudet d'être venu sur ce plateau. J'aurai l'occasion de vous recevoir en tant que maire de la commune de Terre-de-Haut-les-Saintes dans pas trop longtemps, puisque vous n'êtes pas venu encore sur ce plateau depuis les émissions de rentrée avec les maires. Donc nous aurons l'occasion de vous revoir sur ce plateau, et cette fois en tant que maire. Ça sera avec plaisir, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs, mais surtout continuez à nous suivre, puisque d'ici quelques instants, je recevrai les 4 candidats pour justement l'élection du premier fédéral du PS. À tout à l'heure.